T'apprends pas tout seul à manipuler, masquer, contrôler la vérité. Donc rapidement, mon regard il s'est posé sur la maman. À partir du moment où tu as tes parents qui ont assez peu de considération pour leur enfant, comment toi tu es censé avoir de la considération pour leurs conditions plus tard, quand ils auront vieilli, alors que quand toi tu avais besoin, peut-être de plus de cadre, plus de douceur, plus de... Comment tu fais pour leur donner ce dont ils ont besoin? La plupart des gens, ils cherchent à comprendre pourquoi. Et ils finissent par oublier de vivre. You my race, big dudes crazy, man, wake up, man, wake. Non. Oui, ouais. Ah, t'avais capté. pas Non, j'ai pas compris. J'ai une super idée aux toilettes. Ok. C'est là où tu as tes meilleures idées, j'ai remarqué. Ouais. D'ailleurs, Human Nudge était une idée que tu as eue au toilette. Toilettes d'Indonésie. Donc c'est important de pouvoir essayer les toilettes du monde. C'est quoi l'idée? Anecdote. On est avec tes toilettes. Tu veux analyser la propreté, la mentalité d'un pays. Première chose que tu fais, c'est quoi? D'aller aux toilettes. Dans l'aéroport. Dans l'aéroport, ok. Bah oui. Tu vois de suite s'ils ont des douchettes ou pas. Tu vois de suite si c'est propre ou pas. Tu vois de suite si le personnel il est accueillant ou pas. Les toilettes d'un aéroport, ils te disent tout sur le pays que tu vas visiter. Ok, intéressant. Et vous pouvez le croire, vu le temps qui passe aux toilettes. I got some experience in that, you know what I mean, right? I'm the Gary Vee of toilets. Okay, Gary Vee of toilets. I think Gary Vee will be pleased with this comparison. Oui, Gary Vee. Yeah, je sais Il pas. voit la vidéo. Imagine là. Yes, I love it, you know. Some French guy was talking about toilets. Fucking toilet! Just go to the toilet. Here to this barber man. Alors, je reviens à l'idée C'est quoi l'idée? que j'ai eue. Je vais te poser une devinette. Ok. J'avais deux concepts. Premier concept, chaque fois qu'on dit un mot, on se fait un check. Genre, si dans la conversation, on arrive à se dire ce mot-là, il faut qu'on se check. Ok, D'accord. intéressant, j'aime bien. Si jamais, ça c'est le premier concept, donc il faut qu'on définisse notre check Ok, pour que chaque fois, il faut qu'on définisse le mot. ok. Ok. Deuxième concept, j'ai une devinette. Pour toi, pour eux, pour vous. Et pour vous aussi. Si tu y réponds, je t'offre l'un de tes plus grands rêves. Dès qu'on sort du podcast, je t'achète un pamplemousse. C'est mon rêve, le pamplemousse. Il y a des rêves qui sont difficiles à admettre, qui sont difficiles à... C'est pas un de mes savourer. rêves, le pamplemousse. Genre là, un de mes rêves. Ça fait plaisir, un pamplemousse. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, je t'offre une villa à Bali ou à Marrakech. Après, je me suis dit, je veux m'engager sur quelque chose que je peux honorer. Le pamplemousse, je prends pas trop de risques. Je vous invite à essayer de répondre à cette question aussi. En commentaire. Are you ready? Oui. C'est une devinette nomade Ok, qui implique beaucoup de sagesse et de subtilité. ok. Il y a 3 personnes qui s'apprêtent à traverser une rivière. Vas-y. C'est pas une blague, Je sais. c'est une devinette. Ok. La première personne, elle voit la rivière et elle la touche. La deuxième personne, elle voit la rivière, mais elle ne la touche pas. La troisième personne, elle ne voit pas la rivière et elle ne la touche pas. Qui sont ces 3 personnes? Je pense que dans ces 3 personnes, il y a une mère. Je savais que je te l'avais déjà faite. Tu me l'as jamais faite. T'es sérieux? Tu me l'as jamais faite. Toi, Najim, ne me l'a jamais faite. Impossible. Tu me l'as jamais faite. Quelqu'un d'autre te l'a fait. Tu me l'as jamais faite. C'est espèce d'escroc. Quelqu'un Pourquoi d'autre te l'a fait. Mais tu me l'as jamais faite. Je sais exactement qui. Qui? I know. You know. Où? C'est pour ça que je voulais m'engager sur un pamplemousse. Je sentais que t'étais dans l'affaire. C'est une mère enceinte avec un bébé sur le dos. Avoue qu'elle était technique, Elle était technique. effectivement. C'était ça la réponse? Sur le dos ou dans les bras. C'est la fille de Mehdi ou c'était Mehdi lui-même? Ni l'un ni l'autre. Personne ne m'a fait cette devinette. Je suis juste quelqu'un Non. d'assez logique et construit Non, dans non, ma manière non. de réfléchir. Là, tu jures que c'est toi qui es par toi-même à trouver la réponse. Non, je jurerai pas ça. Je vous l'avais déjà faite. Non, tu me l'as jamais Comment faite. t'as trouvé?
Qui te l'a dit? Tu dévoileras pas tes sources? Je dévoile jamais mes sources. Aziz. C'était quand on avait Il l'avait mangé fait dans le tous désert. ensemble. Ouais, ouais, dans le désert. Ah oui, Non, c'est vrai. à la sortie du désert, je crois. Non, je crois que c'était quand on était On était au dîner. resto. On était au D'accord. resto. On était au resto et je crois. Ah, bah, d'ailleurs, Big Up Aïssam, il était là. Ah oui, c'est vrai. Il y avait du monde ce jour-là. C'est vrai. Bah, tu sais quoi, dans le reel, on mettra juste la devinette, mais on mettra pas la réponse. Il faudra voir la version entière sur YouTube. Got the response. Ok. T'as T'as un anglais vraiment approximatif. Yes, I know. But if I want, I can speak English. Very correct. well. Ok, Yes, ok. No problem about it. It's a good accent. I can do it. Et t'as remarqué que quand t'es à l'étranger Mhm. et que tu parles anglais et que t'essaies de mettre l'accent, les gens, ils te comprennent moins bien que si tu mets l'accent français. Ouais, de ouf. C'est pas une dinguerie, genre? Ouais, ouais. Genre, if I want to speak English with a good accent, you know, I will make some mistake that it is not understandable. Genre, là, tu vois, là, l'accent, ça y est, j'ai perdu les gens. Mais si je dis, yes, I'm a French guy, I want to learn to speak English, and I would like you to understand me, because it's very difficult for French people to speak good English. Ça, tout le monde comprend. Bah, c'est pour ça que je pense que le langage, c'est une histoire de sonorité avant même d'être une histoire de lexique. Ce podcast devient n'importe quoi. Vas-y. Non, au contraire. contraire. J'ai un ami qui a une fille de 16 ans ou 14 ans, je sais plus. Voilà l'amitié. Et en fait, elle comprend pas l'anglais, mais elle comprend l'anglais pakistanais. When I speak like this, she understands very well. Very, very well. But if I start to speak like this, she doesn't understand anything. You know what I mean, right? Ah ouais, ok. You know what I'm... Ouais. ça devient raciste, ce podcast. Ouais, un petit peu. Oh, ok, C'est- on va se recentrer. Et on je va se recentrer. tiens quand même à préciser que c'est toi l'initiateur. Mais vas-y, tranquille, y a pas de... C'est en ta présence, Samy. Que tu révèles ta vraie personnalité. Pardon, je... Wow. All right, let's go to the podcast. Là, c'était petit tour de chauffe. Ça fait plaisir de nous retrouver ici, dans un autre contexte capillaire aussi, Aussi, c'est vrai. Un autre contexte de micro, également. un autre contexte de vie, carrément. On a traversé plein de choses. C'était quand notre dernier podcast? Octobre. Non, c'est à cette époque-là qu'on a fait la pizzologie? La psychopizzologie? T'es sûr? T'es pas en début d'année? Ça remonte à quelques mois, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, c'est minimum 6 mois, quoi. Ok. Minimum, je pense. Comment tu te sens aujourd'hui? Au calme. Au KLM. Très bien. Franchement, très cool. On revient de l'atelier. On a bien mangé. Apaisé. Moins de travail. C'était très speed quand t'es venu la première fois. Tu t'en souviens, je pense. Enfin, la première fois. La dernière fois, en tout cas. Je te propose qu'on établisse notre check chaque fois qu'on dit atelier. Comme ça? En fait, à chaque Il fois, est on- vraiment long. Il Ouais, est, à il chaque est fois, très on très doit chiant. faire Il est très très un chiant. check qui paraît fluide, comme si on le connaissait. Bon. Je on le connaît pas. monte, tu descends sur le premier. C'est bon? Mais en fait, à chaque fois, il faudrait qu'on improvise un check. Genre. Là, en mode feeling. faut que ce soit le même. Non, mais c'est encore plus. C'est encore plus drôle que ce soit un check improvisé, mais qui a l'air trop normal. Tu vois, genre là, par exemple, on va faire un autre truc. C'est nul! C'est nul! C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est Moi, je marrant. propose un check Ouais. régulier. Moi, je propose un check random. Random? Ouais. Genre 100%. Mais parce que c'est trop drôle. Genre, en fait, on serait là. À chaque fois, c'est un truc nouveau, tu vois. Une nouveauté. Tu vois. Et hyper malaisant. Les gars, on s'est essuyé les mains là. Sur le... Pas de soucis. Vas-y. Check Alright. random validé. Première question, en lien avec la personnalité. Comment définir sa propre personnalité? Comment la définir? Ouais. Je pense qu'il faut passer par une sorte d'atelier de la personnalité. Oh, t'as vu ça? Ouais. Les gens, ils vont pas comprendre. Non, plus sérieusement, comment définir sa personnalité? Je pense. Je suis même certain qu'il faut l'expérimenter. Qu'est-ce qui t'a. J'étais grave sérieux, wesh. Qu'est-ce qui te prend? Ouais, je m'attendais tellement pas à l'atelier de la personnalité. Ouais, j'étais en mode sérieux. Attends, je replonge. Ok. Je m'appelle Najib. On est bon?
Quoi? Non, j'essaie de rester sérieux. Pour définir sa personnalité. Non, non, fais pas ça. Quoi? C'est dangereux, c'est risqué. De quoi? Vas-y. Tu me dis quand t'es prêt. Je pense être pris. Je pense que c'est important que les gens ils sachent que dans le contexte dans lequel nous sommes, moi je reviens d'une semaine dans le désert, océan, et je pense qu'il y a une phase de décompression. Et toi aussi, de ton côté, tu as eu une semaine, des bons mois, hein, plusieurs bons mois assez chargés. Assez chargé, ouais. Donc là, on se détend, quoi. Exactement. Et on vous invite à vous détendre aussi au milieu de ce podcast. Donc on revient à la question, selon toi, comment définir sa personnalité? On peut changer de question. Parce que ça me renvoie à la rigolade, je sais pas D'accord, pourquoi. ça marche. Parce Non, qu'en regarde, plus, moi, j'ai- je pose la question parce que c'est en lien avec personal branding aussi, qui est ta spécialité. Tout à fait. Tu vois, donc c'est pas anodin. Moi, c'est en lien avec les psychothérapies, c'est en lien avec le personal branding. Moi, je serais curieux de savoir comment. Alors, on va entrer progressivement dans le sujet. Et comment définir sa personnalité? Je pense qu'elle se définit pas, la personnalité. Je pense qu'on l'expérimente. C'est-à-dire que ta personnalité, elle est déjà là. Tu peux tenter d'y mettre une étiquette pour la comprendre, etc. Mais elle est déjà là, ta personnalité. Il faut l'expérimenter. Et à force d'expérience en situation, avec d'autres personnes, de réaction face à la vie de tous les jours, etc., tu commences à comprendre, ah, moi je fonctionne plutôt comme ça. Ah, j'ai plutôt telle réaction quand il se passe ça. Tu vois, tu commences à mettre on va dire, des caractéristiques. Et c'est là que tu la définis. Bon, en vrai de vrai, j'ai donné la recette. Pour définir ta personnalité, il faut que tu t'expérimentes et que tu observes tes réactions dans ces expériences. Est-ce que toi, tu penses savoir qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, au moment T, oui. Mais peut-être que demain, je serai différent. En fonction d'une nouvelle expérience et d'une nouvelle analyse que je ferai de mes réactions. Tu vois, t'en apprends tous les jours. Quelle est selon toi la pire expérience qu'on puisse vivre en tant qu'humain? Première chose qui te passe par la tête. Hein. La trahison, je pense que c'est le premier truc qui m'est venu, c'est le premier mot qui m'est venu dans la tête. Qu'est-ce qui se passe quand on a été trahi? Ça remet beaucoup de choses en question. Ça remet en question la confiance qu'on accorde. Ça remet en question qui on est. Ça remet en question les gens autour de soi. Parce que si une personne te trahit, ça veut dire que tu lui as fait confiance. C'est-à-dire qu'elle a réussi à passer sous les radars. Si elle finit par te trahir, c'est-à-dire qu'elle a réussi à te faire baisser ta garde. Et tu peux commencer à te demander qui d'autre est en train de me trahir là, aujourd'hui. Qui me dit qu'un tel ou un tel à qui je fais confiance depuis des années n'a pas juste réussi à me faire baisser ma garde et serait pas capable de me trahir demain. Une trahison, quelle question est-ce qu'elle nous invite à nous poser sur nous-mêmes? En 3 questions. En 3 questions. Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que c'est de ma faute? Comment j'ai pu me faire avoir aussi facilement? Alors, avant d'aller plus loin, tu sais, t'as un tout petit truc blanc ici. Moi, je déteste. Malheureusement, c'est... comment dirais-je? N'hésite pas à me dire, moi, si j'ai des trucs, surtout dans la T'as barbe. rien. Moi, c'est moi? Ouais, c'est bon. C'est sûr? Peut-être là, ici, au niveau de l'œil. Ouais, c'est ça, c'est de la... Comment dirais-je? C'est une sécheresse de la peau, en Ok. fait. Je pense que c'est de la peau morte, mais Non, là, c'est good. c'est bon? Ok. Tu te souviens des 3 questions que tu as posées? Elles étaient ultra percutantes, ultra pertinentes, mais est-ce que tu serais capable de les redire? Oui, c'est... Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que c'est de ma faute? Comment j'ai pu me faire avoir aussi facilement? Ok. Est-ce qu'on mérite d'être trahi? Je pense que personne ne mérite d'être trahi. Mais c'est une question légitime à se poser quand ça arrive. Parce que la première personne, généralement, qu'on vient remettre en question quand on est trahi, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que cette personne me trahisse? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mon comportement? Dans mon attitude vis-à-vis d'elle? Les actions que j'ai posées? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu la pousser
à se permettre ça, en fait. À se dire, ouais, je trahis cette personne. Ça me renvoie à des films un peu, tu vois, les films de mafieux, les films de gangsters, où, tu vois, regarde, je te donne une situation. Une situation où tu peux mériter d'être trahi. Pourquoi pas? Alors, je vais inviter tout le monde à se mettre dans la peau d'un parrain de la mafia. D'accord? C'est exactement ça. T'as des dizaines, des centaines d'hommes sous ton commandement. Hommes et femmes. Et tu les traites extrêmement mal. Tu redistribues mal les richesses parce que voilà, ton institution mafieuse a un seul but, c'est le but lucratif. Tu redistribues mal les richesses, tu payes mal les gens. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas dans la suite logique qu'une des personnes que tu as mal traitées, mal payées, finisse par te dénoncer à la police et te trahisse? C'est ce que j'ai fait à Antonio. La dernière... La dernière fois qu'il allait envoyer acheter une pizza et qu'il a pris une pizza au poulpe. Au poulpe. Au poulet. Au fruit de mer. Oui, ouais. De Tu ouf. vois ou pas? Mais on n'est pas des mafieux. Et on part du principe que tout le monde est... je vais pas dire bienveillant parce que c'est le mot un peu valise, mais tout le monde veut le bien de l'autre. Donc quand tu veux le bien des gens et qu'on te trahit, tu vas te demander, est-ce que j'ai mérité ça, quoi? Tu vois? Est-ce que j'ai mérité d'être trahi? Voilà, pour la première question. Donc, est-ce qu'on mérite d'être trahi? Je pense pas. Est-ce que ça peut arriver? Malgré tout, oui, je pense. Ce que ça m'évoque là de suite, c'est au cours du séjour qu'on a encadré, il y avait un enfant qui mentait beaucoup. Il mentait pour tout et pour rien. Un enfant extraordinaire, hein. Il est d'une intelligence, d'une vivacité d'esprit, d'une capacité d'adaptation extraordinaire. Mais il mentait beaucoup. Donc si tu le prends au premier degré, tu te dis ouais, c'est un mytho. Et pourquoi est-ce que lui, il ment? Mais il a ce côté innocent qui fait que tu sais que ça peut pas juste venir de lui. Donc plus les jours passent, plus, pour ma part, je viens questionner cette tendance à mentir. Et il s'avère qu'il ment systématiquement pour être intégré, pour être accepté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour se protéger. C'est 5 raisons, parmi tant d'autres, qui fait qu'il a une tendance presque instinctive à mentir. Mais t'apprends pas tout seul. T'apprends pas tout seul à manipuler, masquer, contrôler la vérité. Et donc rapidement, mon regard il s'est posé sur la maman. Et la maman, en apparence, c'est une femme extraordinaire, d'un courage, d'une patience, d'une résilience. Tu te dis, mais ce qu'elle est en mesure de faire avec ses enfants, il y a très peu de parents qui seraient capables de faire ce qu'elle est capable de faire. Mais, et c'est ça le plus dur à admettre peut-être, c'est que si cet enfant, il a ces tendances-là, c'est qu'il a pris de l'un des parents, si ce n'est pas des deux. Donc c'est hyper complexe d'amener la maman à se questionner, elle, sur toutes les fois où elle s'est menti, où elle a menti à ses enfants pour ne pas les blesser, pour les protéger, pour être aimée, pour ne pas être rejetée, pour s'intégrer. Et cette maman, elle a eu cette ouverture d'esprit de se dire que ça pouvait faire sens, mais tout le monde ne l'a pas. Ce qui m'amène à la question suivante. Tu te souviens que ton absence de réaction avait créé... Je suis exprès. Ah ouais, c'est vrai. Non, je rigole. Non, je suis juste concentré. Vous voyez, il est très attentif. C'est une forme d'écoute. Elle est rare et précieuse. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'être écoutés par un ami comme Samy. L'atelier des émotions. Comment amener quelqu'un à entendre une vérité qui peut le blesser? Entendre au sens de comprendre. Parce que si c'est juste pour l'entendre, t'as juste à lui dire. Tu vois. Ça suffit. Après, je pense que tu peux pas... Donc je peux utiliser le mot comprendre, si tu veux bien. Je vais reformuler. Comment amener quelqu'un à comprendre une vérité qui peut le blesser?
C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Je pense que quelqu'un que t'aimes, qui t'aime, que tu côtoies, tu vois, vraiment quelqu'un que tu connais bien, pour l'emmener à comprendre une vérité qui peut le blesser, ça se fera pas par ton biais. Il faut que soit qu'il l'expérimente par lui-même, soit que quelqu'un qui a beaucoup moins de proximité lui fasse s'en rendre compte. Sinon, ça marchera pas. Tu n'écoutes pas, tu n'entends pas et tu ne comprends pas aussi facilement les gens que t'aimes que les gens avec qui tu n'as pas de véritable lien. Tu vois, c'est beaucoup plus. Tu vois, regarde, c'est un exemple très concret. T'as remarqué à quel point ça peut piquer quand quelqu'un que tu ne connais pas met en lumière tes défauts versus quelqu'un qui vit avec toi et qui te les répète tous les jours, tu l'ignores complètement. Tu vois le truc ou pas? Donc je pense qu'une vérité qui peut faire mal ne sera pas. Tu pourras pas emmener quelqu'un que t'aimes et et donc dont tu connais la vérité qui peut faire mal à la comprendre. Il faut qu'elle le vive par elle-même dans une situation. Tu peux lui dire une fois, deux fois, trois fois, tout être normalement constitué finit par se lasser de répéter les mêmes choses indéfiniment. Je pense qu'il faut qu'elle vive la chose ou que quelqu'un d'autre vienne lui mettre en lumière cette vérité-là. Qu'est-ce que tu as mis le plus de temps à entendre? Entendre, comprendre. Là, normalement, on va garder cet extrait où tu souris. Qu'est-ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre sur quoi? À entendre sur quoi? Sur Première chose qui moi-même, vient en tête. Première chose. Qu'est-ce que tu as mis le plus de temps à comprendre? C'est un truc que je suis pas sûr d'avoir encore compris, mais je crois que j'ai du mal à comprendre, à entendre. Qu'en fait, le monde, il est méchant. Hein. Ah, Najib, le monde, il est méchant. J'aime pas le dire. Et là, je vais donner un peu raison à ma femme qui aime bien me le répéter. Je suis quelqu'un de naïf. Genre, j'aime croire, naïvement, que les gens sont. Tu sais, je transpose en fait, je pense qui je suis aux autres et je me dis, non, mais les gens, ils peuvent pas. Ils sont obligés là, c'était pas méchant. Là, ce qu'il a fait là, voilà, en fait, il a un bon fond. Voilà, je cherche beaucoup d'excuses aux gens quand ils font du mal ou qu'ils font quelque chose de mal, que ce soit moi ou dans d'autres situations. Et j'ai encore du mal à l'entendre, mais plus le temps passe, plus je vieillis, j'ai envie de dire, plus je prends en sagesse, plus je me rends compte que non, en fait, il y a des gens qui sont comme ça, quoi. Il y a des gens, le monde est méchant. Les gens ne sont pas gentils, en fait. Les gens ne sont pas gentils. La majorité des gens, j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression de m'en rendre compte maintenant, tu vois. Et même, j'ai du mal à l'accepter. Hein. Là, je te le dis maintenant parce que c'est des sujets qui sont relativement récents. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens juste, ils sont pas gentils, quoi. Ils sont là pour leur intérêt, ils sont là pour leur gain à eux, ils sont capables d'écraser les autres pour atteindre leurs objectifs. À un moment donné, il faut s'en rendre compte, il faut l'accepter et faut vivre avec. Tu vois, je pense que c'est le truc que j'ai le plus de mal à entendre actuellement. Parce que j'ai encore une voix dans ma tête entre le 10 ans qui me dit mais non, faut pas, il y a de l'espoir dans l'humanité et tout, tu vois. Donc je pense que c'est ça la réponse. Comment ça se fait que les gens ne se rendent pas compte de leur méchanceté? Parce qu'ils ne pensent pas l'être. Et c'est aussi ça qui me fait penser qu'ils ne le sont pas forcément. Parce que les gens les plus méchants sont ceux qui sont conscients de cette méchanceté-là. Les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont méchants, c'est qu'ils ne le sont pas réellement. Ils ne le sont pas foncièrement. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu sais que tu es méchant et que tes actes sont méchants et que tu fais le mal, ah, c'est chaud pour toi. Hein. Là, vraiment, toi, t'es cause perdue. Genre, moi, je ne parle pas avec toi. Mais si tu ne le sais pas, il y a une autre forme de naïveté aussi. Et il y a juste peut-être une vérité difficile à entendre, que quelqu'un doit leur faire entendre. À savoir que peut-être la manière dont ils font les choses, les actes qu'ils mettent en œuvre, peut-être un passé qu'ils doivent régler, quelque chose à résoudre. Il faut qu'ils y fassent face, tu vois. En t'écoutant, j'ai le sentiment... Il y a des gens qui pensent que les méchants n'existent pas. Mhm. Les méchants existent. Sur le plan psycho-spirituel, il y a des gens, ils sont méchants. Ils sont profondément méchants.
Ils ont fait la paix avec ce côté-là et ils s'en foutent. Mais je pense que la méchanceté, à l'origine, elle part d'un besoin de se protéger. Protéger ses intérêts, protéger les intérêts de sa famille, on a parlé juste avant, se protéger de l'autre. Et c'est la limite qu'on va donner à cette protection qui va créer une forme de méchanceté. Et c'est quand je me protège sans faire preuve d'empathie vis-à-vis de l'autre que je deviens méchant. Contre ou consciemment ou inconsciemment. Ça fait sens ? C'est juste ça, cette petite conversation, ce petit atelier m'a fait penser, tu vois. Right. Il était bizarre ce dernier check. Il y avait beaucoup de proximité. Ouais, un peu trop. Un peu trop. La proximité. Nouveau chapitre. Tu sais, ça me fait penser à quoi là ? À quoi ? Ça me fait penser au sketch de Adel Fougazi où il dit les Noirs ont un problème. Ah oui. Ils sont toujours en retard à cause des policiers Mhm. qui les arrêtent parce qu'ils sont noirs. Tu vois, genre, et là, tu vas faire un truc un peu similaire. Il y avait trop de proximité. La proximité. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Proximité. Tu sais que là, si on prend juste l'extrait les Noirs sont là, tu perds ça. Bon, je passe pour un raciste, mais... Ouais. C'est fascinant, cette tendance. La TikTokisation de la société, Ouais. ça s'appelle. Mais comment t'expliques le fait que les gens, en commentaire, ils veulent donner leur avis sur tout ? Alors, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Ok. Merci Aïssam pour ce terme. On est dans une époque où l'ultra-crépidarianisme est roi. Tout le monde donne son avis sur tout. Et où on confond avis, expertise, ou avis et information, tu vois. Et les gens sont comme ça, ils veulent donner leur avis, ça leur donne je pense que j'ai l'impression, hein, là c'est mon avis, d'accord ? Je pense que ça leur donne la sensation d'exister, de prendre part à un débat sociétal de cette micro-société qu'il y a dans les commentaires de tes vidéos, tu vois. Et ils se sentent exister en donnant leur avis, tu vois. Ce qui me fascine le plus, c'est les gens qui réagissent en commentaire systématiquement en opposition à tout ce qu'ils entendent. Ils vont dire oui, mais il n'a pas mentionné ça, il n'a pas dit ça. C'est 90 secondes. Et ils passent toute leur journée, À faire ça sur plein de vidéos. mais à faire ça sur une seule et même vidéo. Ah ouais ? Ouais. Ah, genre ils débattent dans tes commentaires ? Ouais. Comme s'ils pensaient que, à travers un commentaire, je dis non, mais attends. Là, la personne a soulevé un truc. Hyper important. Ah, hyper important. Là, c'est ma vie qui s'apprête à être bouleversée. Là, c'est vrai. Tu vois, mais en fait, si tu veux vraiment changer la vie de quelqu'un, commence par la tienne. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque une phrase. La vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, c'est leur vie. Leur avis dit tout d'eux-mêmes et ne dit rien de ce sur quoi ils donnent leur avis, généralement. Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre dans les moments où tu étais en train de douter ? Rien de spécial. Le moment est passé. Si j'ai douté à une époque et qu'on en parle là, c'est que je doute plus, en général. Je pense qu'on vit les choses pour une raison. Si j'ai rien entendu à cette époque, c'est que je n'avais rien à entendre. Et c'est ce qui m'a permis potentiellement de soit soulever le doute, soit d'expérimenter ce qui m'a permis de le faire disparaître, tu vois. Mais tu vois, je vais te donner un exemple. Alors, la réussite, allez, le succès, truc basique. Comme tu le sais, je suis entrepreneur. Et l'échec et le succès, c'est un truc qui est partie prenante ça fait partie de ce truc-là, tu vois. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu échoues, tu réussis, c'est binaire, d'accord ? Tout dépend ce que tu mets derrière, le succès ou l'échec. Tu vois, genre, je pense pas que j'aurais voulu entendre je sais pas, quand je me suis lancé, et avec ma mère, par exemple, qui savait que j'entreprenais, je pense pas que j'aurais voulu entendre d'elle, forcément, courage mon fils, tu vas y arriver, etc. Je l'ai pas entendu, hein. J'ai beaucoup douté, hein. Est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais pas réussir ? Il y a personne qui m'a soutenu dans cette démarche quand je me suis lancé. Et je dis ça en ayant dressé la liste de ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours. Et je sais qu'au début, il y avait personne. Je pense que c'était un bien qu'il y ait personne, parce que ça m'a permis d'expérimenter la résilience et le fait de me dire que
il y a personne qui est avec toi au début de la course, en fait. C'est à l'arrivée que les gens ils t'attendent en t'applaudissant. Tu vois? Donc en vrai, ouais, pour répondre à ta question, j'aurais rien voulu entendre. Aujourd'hui, je peux te dire, je préfère avoir vécu ce que j'ai vécu et ne pas entendre, de ne rien avoir eu à entendre quand je doutais, parce que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et de ne plus douter. Justement, c'était ma question suivante. C'est est-ce que tu préférerais passer le reste de ta vie avec des gens qui te diront toujours t'es nul ou tu préfères passer le reste de ta vie avec des gens qui te diront t'es le meilleur? Franchement, il y a des gens qui me disent que je suis le meilleur, parce que ça va me conditionner à vraiment l'être. Tu vois. À vouloir incarner ce que, humainement parlant, on va toujours chercher à incarner ce que les autres pensent. Je pense pas qu'on je crois pas aux personnes, tu sais, genre, force de caractère, qui se construisent indépendamment de tous les avis des gens, etc. Ça n'existe pas. Tu te construis forcément en fonction de l'avis de, à minima, tes parents quand tu étais plus jeune, ou à contrario de leur avis, je ne sais pas. Et ouais, je préfère vivre avec des gens toute ma vie qui diront que je suis le meilleur, parce que ça me permettra en tout cas de le rester ou de le devenir. Il se passe quoi quand on dit à quelqu'un t'es nul, tu n'y arriveras pas? Je pense qu'il peut se passer plein de choses. Il se passe pas forcément quelque chose en particulier, ça dépend de la personne, de son éducation, voilà. Mais ça peut te détruire quelqu'un. D'entendre continuellement t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, ça peut conditionner le restant de ses jours. Dans le bon ou dans le mauvais sens. Ça peut la détruire comme ça peut la construire. Tout dépend le choix qu'elle fait, cette personne, de cette injonction t'es nul. Parce que ça reste comme une voix dans ta tête qui résonne perpétuellement quand tu essaies d'entreprendre quelque chose à la fin. Mais comment tu y réponds, c'est toi qui le choisis. À cette voix. La phrase est un peu décousue, désolé. Non, mais de toute façon, on est dans un atelier où on est dans le partage, on exprime les choses, les vérités, on dit ce qui nous arrange, ce qui nous dérange, et c'est good. En ce sens, ça me fait penser. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, à l'entendre. On en a déjà parlé. Le plus bel héritage et le plus beau cadeau que mon père me donnait, ça peut être violent à entendre, c'est de m'avoir traité de chien pendant des années. Mon père, il a le mot kelb très facile. Il insulte énormément les gens. Et il y a des pays, franchement, Algérie, Maroc, Tunisie, si tu arrives et tu t'imposes pas dans l'administration, à l'hôpital, machin, on peut te laisser sur le côté pendant longtemps. Donc c'est une école de vie. C'est l'ancienne génération. Et pendant des années, ça me blessait, tu vois, ça me heurtait. Ça a arrêté de me heurter le jour où, en présence de quasiment tous mes cousins, il arrive, il salue tout le monde et il me traite de chien devant tous. Et là, je vois que tous mes cousins, ils sont à l'arrêt, en train de regarder mon père. Ils le respectent tous, ils ont tous peur de lui, mais ils l'aiment tous énormément. En fait, il est là à me traiter de chien devant tous ces gens que j'aime, qui m'aiment. Et je savais tellement pas quoi faire que j'ai aboyé. On n'avait jamais parlé? Je crois que si, mais ça me surprend quand même. Genre, il est là, il rentre dans la pièce, nous était dans une conversation, il fait « Ah, vous êtes en train d'écouter ce chien, avec calme, qu'est-ce qu'il vous raconte? Hein? Lui, il aboie toute la journée, il est en train de me rabaisser. » Et je vois, il les salue tous, et tous, en même temps qu'il leur serre la main, énergétiquement, on dirait, ils se plient tous comme ça. Quand il arrive à moi, il fait « Alors, calme, qu'est-ce que tu racontes? » Mais tu sais pas quoi dire, moi je savais pas quoi dire. Donc j'ai fait « Oh !» Et à ce moment-là, la réponse, elle était tellement inattendue que lui, ça l'a choqué. Tous mes cousins, ils ont explosé de rire et ils sont venus me checker en mode « Mais t'es trop fort » et tout. Et à ce moment-là, j'ai compris que, un peu comme le balai de ta maman sur ta tête, quand tu s'est cassé en deux. Ouais, c'est à ce moment-là, j'ai compris que ça pouvait plus m'atteindre. Et chaque fois que je fais quelque chose, aujourd'hui, j'aime à me rappeler que je suis un chien dans le référentiel de mon père, parce que ça me permet de me dire, Najib, en fait, travaille ton ego. Continue de travailler ton ego. T'as rien fait. T'as rien accompli. Le chemin, il est long. T'es un chien. Et je te jure, toutes les fois où je pense avoir... tu sais, vouloir m'asseoir sur... Tes acquis. Sur un acquis, sur un succès, sur un machin, bah, il y a une petite voix qui me dit « Calme !» Et après, je me mets au garde à vous et j'y vais. Comment ça résonne en toi?
Je me dis que t'es le fou que tu crois être, mec. C'est tout. Nous, ça résonne. Sans plus, là, j'étais dans l'histoire, en vérité. L'insulte, le fait d'être abaissé, l'humiliation, la dégradation. Ouais. Je sais pas si c'est monnaie courante chez nous, les Maghrébins. Moi, je suis algérien aussi, donc chez les Algériens en particulier, mais je pense que chez les Maghrébins, j'ai l'impression chez les Kinf en général, hein, les Africains, je pense que ça a l'air d'être monnaie courante un petit peu, tu vois. Les enfants d'immigrés, j'en connais beaucoup qui vivent ce genre de choses, ou avec qui j'en discute, avec qui j'en ai discuté. Comment ça résonne? Je pense que ça rend insensible à un moment donné. Moi, personnellement, je suis devenu insensible à ça. Mais c'est dommage parce que ça dégrade les relations avec les parents aussi. C'est-à-dire qu'on veut se le dire ou pas. Après, moi, chacun se répare comme il peut et chacun avance avec ça comme il peut. Mais je pense que ça peut impacter sur le long terme ta relation avec tes parents et du coup ta relation avec tes enfants ensuite. Parce que du coup, tu dois chercher à développer, tu dois chercher à réparer une relation tout en construisant une plus saine que celle que tu as connue. Et je dis ça sans avoir d'enfant, mais je sais que c'est ce qui m'attend. Inch'Allah. Donc ouais, comment ça résonne? Oui, ça rend insensible à un moment donné, mais ça rend insensible dans tous les sens du terme. Ça rend insensible aussi à ce que peuvent ressentir les parents plus tard. Tu vois? Parce que moi, ce que tu me dis là, ça me fait penser que à partir du moment où tu as tes parents qui ont assez peu de considération pour leur enfant, pour te parler comme ils le font, comment toi, tu es censé avoir de la considération pour leurs conditions plus tard, quand ils auront vieilli, qu'ils auront plus besoin de toi, qu'ils attendront plus de toi, alors que quand toi, tu avais besoin, peut-être de plus de cadre, plus de douceur, Comment tu fais pour leur donner ce dont ils ont besoin quand tu ne l'as pas reçu? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça que ce à quoi ça me fait réfléchir actuellement, tu vois. En fait, comment ça résonne, c'est que c'est vrai que si tes parents ils t'ont donné de la dureté, de la froideur, mais également des outils pour te protéger de ce monde, ben, tu acquiers une forme d'indépendance et d'autonomie émotionnelle qui fait qu'il y a une distance qui s'est établie naturellement avec eux, mais pas parce que tu ne les aimes pas, parce que c'est comme ça qu'on t'a exprimé l'amour, qu'on t'a expliqué, qu'on t'a enseigné comment aimer, avec une forme de distance émotionnelle, de protection et de dureté, fermeté. C'est pour ça que j'ai précisé au départ. Tout dépend après comment tu as réussi à te construire vis-à-vis de ça. Et je pense que vraiment là, ce que tu dis là, c'est peut-être l'étape d'après. Pour beaucoup, ou l'étape d'avant, mais en tout cas, genre, c'est difficile d'arriver à cet état de conscience des choses. Et peut-être même que c'est pas le bon état de conscience. Ça dépend aussi, je pense, la perception que tu as de la relation que tu es censé avoir avec des parents, tu vois. Genre, je suis sûr qu'il y a plein de gens. Moi, je suis plus dans ta team à toi, d'accord? Sur les outils, voilà. Mais il y a plein de gens, je suis sûr qu'ils auraient préféré avoir de l'amour, de la douceur que des outils. Et d'avoir de vivre un amour reçu qui soit différent, tu vois. Moi, je m'en fous des outils. Les outils, je peux aller les déployer ailleurs. Je pourrais te dire ça. Et, moi, j'aurais voulu que tu m'insultes pas devant tous mes cousins, en fait. Genre, pourquoi? Est-ce que c'est une bonne manière de montrer que t'aimes les gens? Oui, ça t'a donné des outils. Mais est-ce que ça se fait de faire ça? Toi, aujourd'hui, tu te vois arriver, Najib, au milieu de tous les cousins, et à ton fils au milieu qui est en train de parler avec tous tes cousins, t'arrives, tu dirais, Kelm, tu ferais ça, toi? Je pense pas. Parce que tu sais que non. Tu sais que c'est pas quelque chose de... Tu vois où je veux venir ou pas? Donc, il y a, ouais, bien sûr, il y a la partie où tu apprends à aimer différemment et ça te donne des outils par rapport au monde qui, dans un sens, sont très utiles, surtout dans le monde dans lequel on vit. Mais est-ce que ça répare pour autant l'absence de considération que ça a pu créer, la mésestime de soi-même que ça a pu engendrer, la douleur qui peut rester, tu vois? Il y en a qui se réparent pas de cette blessure. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de le signifier. C'est une vraie réflexion que j'ai en ce moment. Là, t'es en train de toucher à quelque chose de sensible chez moi parce que cette parentalité, je connais très peu de Maghrébins, d'enfants issus de l'immigration. Et on dit Maghrébins, Africains, mais même, je connais même des Asiates, tu vois, qui ont vécu, parce qu'on a des parents qui n'ont pas les mêmes codes que ceux qu'on a connus en France. Qui ont été élevés à la dure, parce que généralement c'est juste des schémas reproduits. Hein. Moi je sais ce qu'est ma mère parce que je sais ce qu'est ma grand-mère, tu vois. Et donc
Il y en a plein qui vivent ça. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et je pense que tout le monde a. Tu vois, c'est une vraie réflexion qui se pose. Bah, moi, en tout cas, en tant que praticien en psychothérapie et personne qui travaille sur lui, la manière dont j'ai pu le résoudre, c'est pas. La plupart des gens, ils cherchent à comprendre pourquoi. Ils cherchent à comprendre. Et ils finissent par oublier de vivre. Ils cherchent à comprendre et finissent par oublier de vivre. Moi, je n'ai pas compris sur le moment pourquoi j'ai aboyé quand mon père il m'a insulté. Je l'ai juste vécu. Et dans l'expérimentation, ce dont on parlait, hein, justement en lien avec la personnalité, dans le fait d'expérimenter, il y a des réalités qui dépassent toute conclusion issue d'analyse rationnelle. Vis la chose, tout simplement. Vis la chose. Exemple, je t'en ai parlé juste avant. Une femme qui est venue avec nous au séjour, qui avait physiquement eu une boule en lien avec une angoisse qu'elle a entretenue et développée. Elle a fait plein d'analyses dans les hôpitaux, elle est partie aux urgences. Ils n'ont pas su comment retirer ça, ce que c'était, ni quoi que ce soit. Elle vient, elle pose sa tête dans l'eau, dans une situation de stress où toute l'angoisse sort d'un coup. Elle n'a pas d'autre choix que de vivre ce moment parce qu'il y a un cadre qui lui est imposé. La boule, elle disparaît. Aujourd'hui, on s'empêche de vivre les choses. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Dis-moi. Une expérience émotionnelle correctrice. Magnifique. Expérience émotionnelle correctrice. Dans quel cadre, toi, tu as découvert ça? Dans le cadre de tout ce qui est PNL, dev perso, etc. Okay. C'est fou comment tout peut être corrigé à travers un moment. Un moment. On était face à l'océan, plein de personnes se sont refusées de nager. Ils ont nagé au bout du 2e, voire du 3e jour. Dans la vie, combien de fois on a tout devant nous et on se refuse de composer avec ce qu'on a devant nous. Qu'est-ce que tu as mis cette fois-ci le plus de temps à voir dans ma vie? Que les gens m'aiment. Beaucoup de temps. Là, ça y est, c'est acquis. C'est acté. J'ai compris maintenant. Mais ouais, j'ai mis du temps de fou. Comment ça se fait que tu le voyais pas? À cause de la voix dans ma tête. Et c'est une voix qui est engendrée par des parents qui te traitent de chien devant tous tes cousins, tu vois. Ou autres. Je prends cette situation-là parce que c'est celle que tu as évoquée, mais ça peut être, pour moi, ça a été d'autres situations du même ordre. Où tu finis par croire que t'es pas aimé. D'où l'importance de... Ça, en fait, je cherche à discerner, pour revenir à ce qu'on se disait, ce que tu as été obligé de développer en raison de ces situations-là qui sont douloureuses et l'origine de cette douleur, la blessure qui cause cette douleur. Tu vois ce que je veux dire? Je me répète. Je cherche à discerner ce que tu as été obligé de développer comme arme, comme outil, comme chose très utile dans cette société aujourd'hui, et la douleur que te cause la blessure qui n'est pas forcément réparée. Tu vois. Parce que les deux peuvent cohabiter ensemble. Et on peut tout à fait se dire, il y a eu ce moment-là, c'était douloureux, c'était inapproprié, c'est pas comme ça que j'élèverai mon enfant. Voilà. On peut avoir ce truc-là, cette conscience de ça, et se dire, grâce à ça, j'ai pu développer ci, j'ai pu développer ça, j'ai pu développer ça, qui me sert aujourd'hui, mais tout en ayant encore la douleur présente. Et la blessure aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est seulement quand tu arrives à vraiment réparer que aujourd'hui, je peux te dire, oui, je sais, les gens m'aiment. Et c'est pas parce que j'ai vécu des situations avant qui m'ont fait penser pendant longtemps que les gens ne m'aimaient pas et ne m'aimeraient pas qu'en fait c'est vrai et qu'effectivement ils ne m'aiment pas. Tu vois? Mais ça a mis du temps. Et pour ça, il a fallu que je répare des choses, que je résolve certains problèmes, etc. Tu comprends? Si tu pouvais revivre un moment dans ta vie, tu choisirais lequel? Un moment... Le moment de la dune, je pense. C'était quelque chose quand même. Dans le désert? Ouais. Cette matinée-là,
C'était incroyable. Incroyable. Vraiment, c'était quelque chose. C'est un truc, ça s'invente pas déjà. Et ça s'oublie pas. Vraiment, genre, juste de me reprocher dedans, ça me fait revivre l'émotion. C'est quelque chose de fort. Tu t'es senti comment à ce moment-là? Aimer, valoriser. Déjà, par les autres, c'est une chose, tu vois. C'était un peu par la force des choses aussi. Parce que du coup, je les guidais, tu vois. Ils me faisaient confiance. Donc forcément, ça crée ce truc-là. Mais de moi vis-à-vis de moi-même, surtout. Ça, c'est fort, ça. Parce qu'on pense beaucoup aux autres et à ce qu'ils pensent de nous, mais on ne fait pas attention à ce qu'on pense de nous-mêmes aussi. Et ce jour-là, j'ai vécu une expérience émotionnelle correctrice. Où je me suis rendu compte de choses sur moi que je n'aurais pas pu imaginer dans une autre situation. Là, j'étais obligé de le vivre. C'était face à moi. Je ne pouvais pas faire autrement, en fait. Tu vois le truc? Si je pouvais revivre cet instant, ouais, franchement, ce serait ouf. Ce serait incroyable. Juste pour recontextualiser, donc c'est dans le cadre d'un séjour Ouais. que j'avais organisé en avril dans le désert. Et on en profite aussi pour contextualiser le fait que comme toi, tu as un studio de podcast à Marrakech, donc on vient régulièrement, toi tu es venu dans le désert et tu nous permets de venir régulièrement ici pour enregistrer des témoignages. Donc, dès que vous voyez cet environnement, ce cadre, cette qualité d'image et cette qualité de son, c'est avec le PodLab. Waouh, ok, j'aurais jamais pensé De que quoi? tu allais choisir ce moment. Tu pensais que j'aurais choisi quoi? Je sais pas, tout sauf celui-ci. C'est le moment le moment fort le plus récent de ma vie, là. D'accord. Le moment, genre, vraiment, quand je dis fort, c'est fort, tu sais. Il y a des moments forts dans une vie. Celui-là, c'est vraiment l'un des moments les plus forts que j'ai vécu, je pense. Et ouais, parce que c'est le récent, donc c'est celui qui m'est revenu tout de suite en tête, certainement. Mais même en cherchant, j'ai pas de moment. Tu sais, genre, j'ai pas de moment au-dessus de celui-là qui me viennent, quoi. Du coup, Ouais. dans une vie, si tu avais le choix entre être aimé toute ta vie ou tout le monde te fait confiance toute ta vie, tu choisirais quoi? La confiance. Pourquoi? Sans hésiter. Quelle meilleure preuve d'amour que la confiance? Pourquoi les deux seraient opposés en vérité? Moi, la confiance me va très bien. Si tu me fais confiance, je pense que quand tu sens que les gens te font confiance, t'as qu'une envie, c'est de l'honorer, cette confiance. Et c'est à travers ça qu'on se dépasse. Il y a un amour là où la confiance est altérée. Qu'est-ce qui se passe quand on est aimé sans la confiance à 100%? Ça remet en question l'amour pour moi. Mhm. C'est difficile d'être aimé sans la confiance. Tu te vois aimer une personne en te disant je l'aime, mais je lui fais pas confiance. Ça fait mal. Même moi, ça me fait mal pour la personne, carrément. Mhm. C'est fou, genre, tu sais, genre. Qu'une personne. Regarde, on va échanger les rôles. Imagine une personne qui t'aime, qui te dit Nadib, je t'aime, mais sincèrement, je peux pas te faire confiance. Bah, moi, je conçois que ça puisse exister dans la mesure où il y a des gens, tu sais, ils ont tellement été trahis, blessés, c'est plus fort qu'eux. Tu sais, ils ont ce logiciel de je peux pas te faire confiance à 3000%. Mais si elle a des raisons de ne pas te faire confiance, qu'est-ce que ça te fait? Ça vient déconstruire beaucoup de choses. Ça vient déstabiliser, ça fait que t'es pas engagé à 3000% dans la relation. On est d'accord. Mm. Je préfère du coup avoir 100% de confiance. Et. De toute façon, c'est difficile de pas aimer quelqu'un. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un que tu. Je sais pas. En fait, moi, j'ai le sentiment. Vas-y. Après, on est en train de le décortiquer ensemble. J'ai le sentiment que tu peux aimer sans faire totalement confiance. Mais tu peux pas faire confiance sans aimer. Donc, quelle meilleure preuve d'amour que la confiance? C'est ce que je te disais. Après, c'est dur à porter, la confiance. T'as envie de l'honorer, mais faut en être digne. Ça, c'est une autre histoire. La pression que ça peut mettre sur les épaules, de dire il y a des gens qui me font confiance, il faut pas que je trahisse cette confiance, il faut que j'agisse en conséquence. Sachant que l'humain est un éternel insatisfait, c'est-à-dire que s'il te fait confiance, que tu fais tout pour honorer cette confiance, mais que malgré tout, ça ne satisfait pas ses attentes, tu vois la position difficile dans laquelle ça te met? T'as confiance en toi? Ouais. Ça dépend les sujets Ouais. et ça dépend les situations.
Je pense pas que genre l'état de confiance en soi perpétuel, j'ai du mal à y croire à 100%, tu vois. Je pense qu'il y a des moments où genre, tu sais, tu vas te retrouver dans tu vois, on parlait de doute tout à l'heure. Mhm. Tu vas te retrouver dans une situation où tu dois accomplir quelque chose. Mettons que, par exemple, tu n'as jamais fait. Après, j'ai pas envie de mélanger ça, c'est des terrains qui sont, comment dirais-je, tu sais, la confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, c'est des sujets que je maîtrise pas forcément. Donc je veux vraiment en parler d'un point de vue ressenti humain. Ouais, c'est vraiment comme toi, tu le ressens. Voilà, et vraiment hors, parce que je sais qu'on a des professionnels du développement personnel qui te suivent, et que bon voilà. On a des tautologues qui nous suivent également. Des ultra-crépidarianismes. Voilà. Bon, je pense que quand tu dois accomplir quelque chose, tu peux avoir confiance en ta capacité à accomplir des choses, mais pas forcément en ta capacité à accomplir cette chose. Tu te dis, je sais pas, je l'ai jamais fait, est-ce que je vais y arriver? Tu vois, le doute, il peut être là. Et là où je pense que la confiance en soi se construit, c'est dans ta capacité à le faire, même quand tu n'es pas sûr de pouvoir y arriver. Tu vois? Même quand le doute est là. C'est de te dire, vas-y, ok, bah, je sais pas si je vais y arriver, bah, j'ai pas confiance à 100% en ma capacité à réussir ce truc-là, mais je vais quand même y aller, on verra ce qui se passe. Et c'est souvent quand tu fais ça que déjà tu réussis les choses, et c'est comme ça que du coup, ta confiance en soi, elle arrive. Donc pour répondre à ta question, est-ce que j'ai confiance en moi? Là dans le moment T, oui, genre aucun problème. Mais peut-être que si tout à l'heure on sort du studio et qu'on va faire un saut à l'élastique, j'aurais pas forcément confiance en ma capacité à sauter dans le vide, quoi. Bah, tu sais quoi, je te remercie du fond du cœur. Parce que là, tu viens de... Là, c'est un éveil. Un éveil. En te posant la question, je viens de me rendre compte d'un truc de fou. En écoutant ta réponse, je viens de me rendre compte que j'ai pas confiance en moi. Je ne me fais pas confiance du tout. Ok, intéressant. Tu veux développer? Je ne me fais pas confiance, mais j'ai confiance en ma capacité de m'adapter en toutes circonstances. Je n'ai pas confiance en moi parce que je sais que je peux trop me surprendre. À commencer par ma tendance intempestive à aller aux toilettes. Ça me frapper à tout moment. Donc, je ne peux pas faire confiance. Mais je sais que sur la route pour aller aux toilettes, il peut se passer des surprises. Donc, j'ai clairement pas confiance en moi et je comprends en t'écoutant que c'est pas ce qui est à rechercher, la confiance en soi. Par contre, on peut avoir confiance en une aptitude. On peut avoir confiance en une aptitude. Je sais que je peux me servir de l'eau. J'ai confiance en ma capacité à aller acheter quelque chose dans un magasin. J'ai confiance en cette aptitude. J'ai confiance en mon aptitude à parler. J'ai confiance en mon aptitude à marcher. J'ai confiance en mon aptitude à poser des questions. Mais j'ai pas confiance en moi. Et il s'agit pas de se faire confiance en soi. Parce qu'il y a tellement de choses. Combien de gens ont choisi de se faire confiance et leur corps les a, entre guillemets, trahis en développant une maladie. Tu vois ? Que Dieu nous en protège. J'ai une confiance en mes aptitudes et j'ai une confiance en Allah, en très haut. Ouais. celui qui est le maître de tous les scénarios possibles dans lesquels il va falloir m'adapter. J'ai confiance en cette intelligence émotionnelle qu'il a placée dans nos cœurs pour justement être paré à toutes ces évidences. Mais en moi, je n'ai pas confiance parce que je ne sais même pas qui je suis. Donc pourquoi je ferais confiance en quelqu'un que je ne connais pas? Tu sais pas qui tu es? J'ai conscience de qui je suis, mais je ne sais pas qui je suis. J'ai conscience de qui je peux être, mais je n'ai aucune certitude sur qui je suis. Parce que arrêter cette certitude, se dire je suis ça et rien d'autre, pour moi, ça serait déshonorer cette infinie potentialité que chaque humain a en lui. Ça serait se limiter à une réalité, alors que tu peux être une infinie de possibilités. Comment ça résonne en toi, Samy? Oui. Je suis. Ça résonne bien. Je suis assez d'accord avec ça. Mais pour cela, il faut accepter de passer
dans l'atelier des personnalités? L'atelier des personnalités. Tu animes un certain nombre d'ateliers de personnalités. Non. Bah si. Personne n'a dit. Alors non. non, justement, non. Ah ouais, c'est pas des c'est ateliers vrai. de personnalité, non. Comment Personal tu brand- définirais ça? En fait, c'est pas vraiment des ateliers de personnalité. C'est pour moi un atelier. Tu vas travailler la personnalité. Tu vas confectionner. Non, t'as raison, c'est des ateliers de personnalité. C'est un peu ça. Mais là, il en faut deux là, parce que du coup, j'ai dit 2 fois atelier. Ok. Deuxième. Ah, c'est dur. C'est vrai, on n'a pas introduit la main gauche. Quelles questions, selon toi, les gens se posent le plus souvent concernant eux-mêmes? Selon toi, les gens, ils ont tendance à se poser quelles questions sur eux? Aucune idée. Est-ce que même tout le monde se pose des questions? Il y en a qui se posent pas cette question, des fois, je me dis. Ouais. Il faudrait se poser plus de questions sur soi. Et je pense d'ailleurs que 90% statistiques sorties du chapeau des gens ne se posent pas cette question sur eux-mêmes. Et c'est ce qui fait que le monde va mal. Quelles sont les 3 questions que tu t'es posées qui ont changé justement ta vie? J'aime trop parce que tu parles comme un... Est-ce que c'est une traduction pour les sons muets? Vraiment, Le corps parle avec le cœur. ont tendance à se poser des questions, Donc, changer la vie. I ask you the question again. Quelles sont les 3 questions que tu t'es posées qui ont changé le cours de ta vie? Les 3 premières qui te viennent en tête. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et comment faire pour y arriver? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment faire pour y arriver? Arriver à faire quoi? Pour arriver à faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Toi qui as une curiosité vaste, une tendance à t'intéresser à beaucoup de sujets, comment tu as réussi à trouver ce que tu voulais faire au milieu de tout ce qui t'attire? J'ai suivi mon intuition, je pense. Et tu sens quand il y a des choses pour lesquelles t'es faite. Pour lesquelles t'es fait. Tu comprends? Tu sens quand c'est une direction que tu dois suivre ou pas. Et c'est ta capacité à la suivre la plus longtemps possible, cette direction, qui va te permettre qui permet de trouver ce qu'on a vraiment envie de faire. Tu me suis? Je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé. Je sentais qu'il y avait des choses. Déjà, il faut chercher. Voilà. Si tu cherches pas, ça marchera pas. Une fois que tu cherches, tu as plein de possibilités. Tu vas sentir, tu vas faire par élimination, tu vas sentir qu'il y a des choses sur lesquelles il y a quelque chose qui se passe. Tu suis la chose. Quand tu suis, que tu arrives au bout, si tu arrives au bout et que tu dis ça s'arrête là, c'était peut-être pas le truc à suivre, mais au moins tu as appris. Et en fait, à force de suivre des chemins qui vont à des endroits, tu sais, tu as des chemins qui se rejoignent que tu n'aurais pas pensé, des chemins que tu avais pris avant, que tu avais finalement arrêté, tu les retrouves sur d'autres chemins, pris en cours de route. Et c'est comme si, en fait, cette infinité de possibilités, c'est juste une infinité de sentiers de la même route principale, qui est ta route à toi. Parce que ta route, elle est déjà faite, en fait. Ta route est déjà dessinée, ta route est déjà déterminée. Et c'est ce que tu vas trouver sur tous ces sentiers-là qui vont te permettre de construire, de trouver ce pourquoi tu es fait. Mais après, il y a plein de trucs. Tu vois, aujourd'hui, moi, je fais ça. Aujourd'hui, je fais du personal branding. Il y a le studio, le PodLab, etc. Mais il y a plein de trucs qui m'intéressent. Tu vois, par exemple, je suis très intéressé par l'intelligence artificielle, comme tu le sais. Et d'ailleurs, j'en ai fait une de mes activités. Mais l'activité que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'une infime partie de ce que j'ai vraiment envie de faire dans l'IA. Il y a trop de trucs que j'ai envie de faire, sur lesquels je me forme, etc. Et peut-être j'en ferai rien. Ça se trouve, je vendrai jamais ça. T'es pas obligé de le. Tu vois, genre, on associe beaucoup ça à son travail, à ce qui nous rapporte de l'argent, etc. Peut-être que j'en ferai rien, lucrativement parlant. C'est juste que ça me fait kiffer, tu vois.
Il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire aussi, qui est lié à la santé mentale et au TDAH. Et peut-être que j'en ferai rien. Mais j'aime trop ça m'intéresse de fou. Tu vois, j'aimerais bien. Je l'ai toujours pas fait d'ailleurs, parce que j'ai pas le temps. On peut pas tout faire malheureusement. Mais tu vois, genre, lancer un compte Instagram sur le TDAH, où je parle que de TDAH. Tu vois. Et c'est tous ces trucs-là. Et en fait, tout ça, je l'ai trouvé en me connectant à ce qui me plaît vraiment, à ce qui est vraiment important pour moi. L'identité, on en a parlé, c'était quelque chose de très important pour moi et ça l'est toujours, d'où le personal branding. L'IA, je sais pas pourquoi c'est important pour moi, mais j'ai toujours aimé la technologie, être dans l'air du temps, tu vois. Et du coup, ça me fait kiffer, l'automatisation, voilà. Et le TDAH, c'est important pour moi parce que ça fait partie de mon identité aussi. Donc ça m'intéresse. Ce fonctionnement humain, ça m'a toujours intéressé. D'où la psychologie. Tu vois, j'avais repris la psychologie il y a 6 ans de ça, 7 ans bientôt, que j'ai jamais terminé. Donc tu vois, c'est un chemin sur lequel je suis pas allé au bout. Parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais là-bas. Mais c'est parce que le démarrage de ce chemin-là, c'était l'humain, c'était l'identité, c'était comprendre l'humain, c'était comprendre le fonctionnement humain. Ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours plu. Et finalement, je le retrouve dans le personal branding, ça. Parce que en comprenant l'identité de mes clients, par exemple, je comprends ce qu'il est important de mettre en avant ou pas, ce qui va fonctionner ou non avec les autres. Et c'est aussi un travail de comprendre les autres. Parce que quand tu veux faire du personal branding, je commence à dériver là-dessus parce que ça m'a truqué, mais quand tu veux faire du personal branding, tu dois comprendre ce que ton audience attend. Tu vois? Et donc, tu dois comprendre l'humain. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont liées en moi et qui ont fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais. Mais peut-être que demain, je ferai totalement autre chose. Peut-être que demain, je vais poursuivre la voie du TDAH et je vais devenir un expert du TDAH. J'en sais rien, tu vois. Peut-être que je vais devenir neuropsychologue. Je vais aller à la fac avec des amis. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Quand on a le TDAH, on est condamné à quoi? Pourquoi condamné? Je fais exprès de la poser comme ça, la question. Quand on a le TDAH... On est condamné à rien, justement. Okay. Parce que je pense que quand on a le TDAH, les infinités sont d'autant plus infinies, et donc d'autant plus nombreuses. Les possibilités sont d'autant plus nombreuses. Okay. Parce qu'on a une capacité d'adaptation et de compréhension, d'apprentissage, tu vois, une énergie pour mener les choses à bien et une volonté qui est bien plus intense et bien plus importante que les neurotypiques, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans son quotidien quand on a le TDAH? C'est propre à chacun, je pense. Tu vois, c'est propre à chaque TDAH. Ouais, toutes les questions, elles vont être pour toi. D'accord? Et comme ça, tout un chacun qui se reconnaîtra dans tes propos, il pourra se livrer à un atelier sur sa vie personnelle. Quand on a le TDAH, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à gérer au quotidien? L'organisation, je pense. Ça me saoule. J'aime pas les cadres, les trucs et tout. En fait, ce qui est le plus difficile à gérer quand on a un TDAH, pour ma part, c'est les contradictions que ça implique. Je m'explique. Je déteste les cadres. Mais si je n'ai pas de cadre, je n'avance pas. Mais si le cadre est trop cadré, trop serré, trop rigide, je n'avance pas. Je n'ai pas envie d'avancer, c'est pire. Donc le plus dur à gérer, c'est de trouver l'équilibre dans nos contradictions et dans nos paradoxes. Tu vois? Je te donne un exemple très simple. J'aime pas l'organisation. J'aime pas me dire dans mon agenda, j'ai ça, faut que je fasse ça aujourd'hui, sinon non, je sais pas quoi. Okay? Le problème, c'est que si je n'ai pas ça dans mon agenda, je ne le ferai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très difficile d'avancer en se disant, ok, il faut que je me mette des deadlines, il faut que je me mette des trucs, sachant que ça crée une frustration chez moi qui me donne carrément pas envie de faire les choses en fait. Tu vois, j'ai tenté les techniques d'organisation, genre je me mets des slots de temps, tu vois, genre entre 9h et 18h, et ben de 9h à 11h je fais ça, et de trucs à trucs je fais ça, et je fais ça tous les jours. Et les slots, je les varie en fonction de mon emploi du temps. Ça ne marche pas. Je te jure, je me rappelle même, j'ai passé un dimanche entier à remplir mon agenda et tout, en me disant, ok, là, je vais faire ça. Et comme je ferai ça, je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire que ça et être focus que sur ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un échec cuisant à chaque fois que j'ai essayé de faire ça. Donc, mais en même temps, si je ne me mets pas à des moments de temps où je dis, vas-y, là, je peux faire ça, je le ferai jamais. C'est très, très difficile. C'est très frustrant.
Comment est-ce que toi, tu reconnais une autre personne qui a un TDAH? C'est déjà, ça marche beaucoup à l'intuition. Franchement, je saurais pas te dire. Je pense que c'est très émotionnel. Ça se passe ici, en fait. Mhm. Quand je parle avec une personne, je sens quand elle est. Tu vois, quand elle me parle, d'abord, ça va passer par sa manière de parler. Que c'est cousu, décousu, c'est quoi les termes qu'elle utilise, est-ce qu'elle est très axée sur l'émotionnel ou pas, etc. Et après, ça va s'entendre dans la manière dont elle se décrit et dont elle décrit les situations qu'elle vit. C'est quoi ça? Ça va dans tous les sens ou c'est Non, mais décousu, je te donne un exemple. Moi, tu me dis que, déjà, si tu me dis que tu as des problèmes au taf, ça m'envoie un signal. Si ce problème au taf, il est lié à l'autorité, ça m'envoie un autre signal. Si tu m'expliques à quel point tu te sens persécuté par un nombre de personnes, un grand nombre de personnes dans ton travail, ça envoie un autre signal. Tu vois, en fait, plein de petits trucs mis bout à bout comme ça qui vont du coup me mettre en lumière les autres éléments. Exemple, tu parles du fait que tu as une très forte sensibilité ou que tu as un fort penchant pour la justice. Tu vois, genre tout ce qui est injuste, ça t'insupporte. Plein d'éléments comme ça, en fait, mis bout à bout, je me dis, ok, bon, la personne, à minima, elle est neurodiverse. Et après, sur l'échelle de tout ce qui est dans la neurodiversité, il faut voir, tu vois, faut voir ce qui peut entrer là-dedans. Quelle différence tu fais entre ta manière de vivre ton TDAH quand tu étais enfant et ta manière de le vivre aujourd'hui? La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais. Quand j'étais enfant, je ne savais pas. Et du coup, c'est difficile de vivre en ne sachant pas. C'est difficile de vivre en se sentant différent, mais en ne sachant pas en quoi on l'est. Parce qu'on va avoir très facilement la tendance à prendre la faute sur nous, tu vois. À se dire qu'on est problématique. Surtout que, en tout cas, de notre génération, ma génération, TDAH, on n'en parlait pas du tout, quoi. On n'en parlait pas du tout. J'ai une anecdote là-dessus, que je t'en ai peut-être déjà fait part, ou tu l'as peut-être lu sur un de mes posts LinkedIn, notamment. Je les lis pas, je m'en fous. Ok, merci. C'est horrible. C'est pas vrai. Marie-Christine, Ta prof? ma prof de CE2. Ouais. Est-ce que j'en ai parlé déjà dans Hyper touchante la photo. Tu l'as vu? Ouais. Je Prof m'appelle que- Samy, je ne mange pas de porc. Tu l'as pas vu ça? Oui. Ouais. Première caractéristique du petit, tu vois. Il mange pas de Il mange pas de porc. Et- Le TDAH est soit juif, soit musulman. Ça dérape. Ok, on revient. L'atelier des religions. Marie-Christine, gros big up. Marie-Christine. Donc c'est en lien avec ta question, hein, vraiment. Genre, comment je vivais mon TDAH enfant et comment je le vis maintenant. Quelle est la différence? Quand j'étais enfant, j'étais invivable en classe. Vraiment, en classe, j'étais invivable. Je suis l'enfant qui saoule tout le monde. Je parle à tout le monde. Je déconcentre tout le monde. Je lance des boulettes. Je me balance sur ma chaise. Je tombe de ma chaise. Je fais tomber ma trousse 5 fois par toutes les 15 minutes. Tu vois, vraiment, genre, tu m'as dans ta classe, t'es prof, c'est difficile. T'as que des enfants comme moi, t'es mort. À mon avis, tu changes de métier. Et j'avais une prof, j'avais une maîtresse d'école, qu'on appelle institutrice à l'époque, je sais plus, qui s'appelle Marie-Christine. Marie-Christine de Haro. Gros big up à elle. Elle m'a, en CE2, c'était ma prof de CE2, elle a tellement je rendais fou. Et tu sais, c'est genre la prof, c'est vraiment la prof impliquée. C'est-à-dire vraiment, elle avait mis des systèmes en place. On avait un système de bateau. Donc en gros, tu as un tableau comme ça. Et en gros, tout le monde avait un bateau de couleur. Et ton bateau, il partait dans. Je sais plus exactement c'était quoi le format, mais tu avais une graduation comme ça. Et ton bateau, il avançait ou il reculait en fonction des bonnes actions et des mauvaises actions que tu faisais dans la classe pendant la semaine. Et après, tu étais puni ou je sais plus, il y avait quoi, tu vois. Et moi, même ça marchait plus, tu vois, tellement j'étais insupportable. Donc, elle a fait quoi? Elle a pris ma table, elle l'a mis dans le couloir. Et donc, je passais mes journées de classe, j'étais dans le couloir. Je revenais que quand il y avait des moments de groupe, tu vois. Mais tous les moments où il fallait travailler, faire des exercices, j'étais dans le couloir, face à un mur. Et ça peut sembler cruel comme ça, hein. Tu vois, c'est-à-dire que t'es un enfant, enfin, tu vois, CE2, t'as quel âge? Excuse-moi, t'as 7 ans. 7-8 ans. 7-8 ans. Tu fous un enfant de 8 ans dans le couloir, comme ça, tout seul. Et tout seul, hein, c'est genre vraiment, tu sais, t'es à l'école, donc au moment où t'es en classe, tu fais tes exercices, il n'y a personne dans le couloir. Tu vas avoir à la rigueur, je sais pas, la dame de ménage qui passe ou un membre du personnel, mais c'est tout. Et ben, franchement, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire pour moi, quoi. Ça m'a appris à me concentrer. Parce que j'avais plus aucune distraction. Donc. Et en fait, il s'est avéré que, un, je savais me concentrer, et deux, j'étais plutôt bon élève.
plutôt même très bon élève. Grâce à elle, genre, vraiment, genre, j'ai vu mes résultats qui ont explosé. Tu vois, j'avais vraiment ce truc-là qui faisait que. Et en fait, elle, à l'époque, on parlait pas de TDAH, on parlait pas de tout ça. Mais elle savait que j'étais différent, elle savait ce que c'était, on en a parlé par la suite. Elle l'a compris, tu vois, et elle a pris en compte cette différence-là. Et même si ça semblait dur, parce elle pouvait être dure parfois dans sa manière de cadrer, etc. Pour moi, c'était un acte d'amour qu'elle a eu envers moi, tu vois. C'est de me faciliter et de m'aider pour que je puisse progresser. Donc merci, MC. Je l'appelle MC. Quel message tu pourrais transmettre à tout parent qui a un enfant qui a un TDAH ou tout adulte qui doit composer avec un enfant qui est agité, hyperactif? Pour les adultes qui ont des enfants, je saurais pas trop. Je peux m'appuyer sur mon expérience, mais j'ai pas encore d'enfant. Si je m'appuie sur mon expérience, c'est de surtout, même s'il est dur, parce que je sais que c'est dur, vraiment c'est difficile un enfant comme ça. Je le sais. J'ai une autre anecdote avant de te répondre à ta question. Tu sais qu'on me l'a dit là il y a pas très longtemps, quand j'avais 5 ans, je crois. Quand j'avais 5 ans. Un jour, donc en fait, tu pouvais pas tellement j'étais turbulent, tu pouvais pas me laisser tout seul. Vraiment. Un jour, on m'a laissé tout seul chez ma grand-mère. Je sais pas comment, mais je me suis retrouvé avec un marteau dans les mains et j'étais sur le point de mettre un coup dans la télé de ma grand-mère. Et genre, on m'a arrêté. Je crois que c'est ma grand-mère d'ailleurs qui m'a arrêté au dernier moment. Mais genre, vraiment, j'allais mettre un gros coup de marteau dans la télé. C'est pour te dire le truc. Donc, c'est très dur d'avoir un enfant TDAH, tu vois. Un enfant qui a un TDAH. Et si je devais donner un conseil, c'est vraiment, déjà, ne pas le faire se sentir mal d'être qui il est, d'être ce qu'il est et d'avoir ce qu'il a. Ne pas chercher nécessairement à le médicamenter aussi. Parce qu'il y a plein de manières de fonctionner avec un TDAH qui sont possibles, même pour un enfant, et de valoriser aussi toutes les belles choses que ça offre comme possibilité d'avoir un TDAH. C'est comme ça que si je devais conseiller un adulte qui doit gérer un enfant comme ça, je lui dirais ça. Je dis voilà, de valoriser qu'il y a plein de. J'aime pas dire que c'est pas un super pouvoir, faut arrêter avec ces bêtises, ça crée grave des handicaps, au sens vraiment de handicap. Sociaux, tu vois, tu as du mal avec les gens, tu as du mal à créer des liens, tu as du mal au travail. Il y en a même qui ont qui toute leur vie à cause de ça ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel et qui restent dans un métier qui leur déplaît, qui est mal payé et ça peut les rendre dans un état précaire, hein, vraiment, c'est pas une blague. Le TDAH, ça peut avoir un véritable impact négatif dans la vie des gens. Donc c'est pas un super pouvoir, ça crée beaucoup de lacunes, mais il faut valoriser ce que ça offre, parce que ça offre des choses, le TDAH. Il faut donner les outils pour combler ce que ça n'offre pas à ces enfants-là. Et pour les personnes, tu m'as dit les enfants, c'est ça? Ouais. Et si tu as un enfant et que tu regardes la vidéo de Najib et que tu as un TDAH, t'en sers pas trop comme excuse non plus. C'est facile. Ouais, je suis hyperactif, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ceux qui sont pas hyperactifs, c'est dur pour eux aussi d'une autre manière. C'est bien si tu es hyperactif. Mais faut pas t'en servir comme excuse. C'est très très important de le comprendre, ça. Tu as parlé des médicaments. Ouais. Quel impact les médicaments ont sur le TDAH? Ou plutôt, Sur les personnes, attends, quel impact ça peut avoir sur la personne? Alors, je vais reformuler. Quel impact ça peut avoir sur la personne qui a un TDAH de prendre tout le temps des médicaments? En fait, il y a différentes alternatives médicamenteuses, mais je sais que voilà, le truc que l'automatisme qu'on peut avoir, surtout de plus en plus aujourd'hui, c'est de la Ritaline. Surtout pas, quoi. C'est de la drogue, c'est un opioïde. Donc oui, ça calme clairement l'hyperactivité, mais ça crée de l'accoutumance. 2, ça te shoot, quoi. T'es fonce-dé, en fait. Moi, j'en ai jamais pris, hein, mais j'ai vu des gens en prendre. C'est pas bon. C'est vraiment, vraiment pas bon, surtout pour un gosse, quoi. Donc, ouais, non, faut éviter. Tout ce qui est médicaments, etc., tout dépend, en fait, le médicament. Et moi, je suis pas médecin, donc je ne conseillerais pas là-dessus. Mais la Ritaline, par contre, je le déconseille fortement. Vraiment, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. On peut croire que ça aide au début, mais si c'est pour se retrouver accro à 18 ans parce que tu as pris toute ton enfance de la Ritaline, en plus, ça crée de l'accoutumance, donc c'est de moins en moins puissant, donc tu dois en prendre de plus en plus. Moi, je recommande pas du tout. Aujourd'hui, tu prends des médicaments? Ouais, mais c'est pas des médicaments forcément directement liés au TDAH, même si ça m'aide à le canaliser. Et d'ailleurs, j'en prends plus depuis quelques temps. Là. Ça fait un bout de temps que j'ai. Magnifique. Franchement, au final, ça nous a fait quasiment tout un sujet sur une vingtaine de minutes. Et je serais ravi de le creuser encore plus. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, je voulais te remercier, Samy, pour ce moment de partage. Je
Je voulais te remercier pour ta présence depuis toutes ces années. Je voulais te remercier, toi et toute l'équipe PodLab, de nous accueillir ici à Marrakech. Je vous mettrai tous les liens pour pouvoir contacter Samy, une personne toujours très accessible, très ouverte, et des conversations toujours très instructives, enrichissantes, qui vont vraiment dans tous les sens. Donc j'aime beaucoup. Un immense merci à toi, Samy. Muchas gracias. Un jour, peut-être qu'on devrait créer genre le check le plus long et on l'enregistrerait au Guinness record. Tu vois? Et genre un truc, tac, 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 tac. J'ai envie de faire un truc là qui vient de me venir tout de Vas-y. suite. C'est un bras de fer. Ah, j'y ai pensé aussi. On va terminer sur ça. Je pense qu'on le fait avec la tasse à la main, PodLab. La tasse PodLab à l'autre main. Tu vois. T'es prêt? I'm ready. Ok. Et go. Je diffuserai jamais cette. La belle. Allez, à la prochaine, mon ami. Oh my god! Oh my god! Oh my god!